8h13 sur Europe 1, votre invité Sonia Mabrouk est philosophe et un écrivain plus que prolifique. Bienvenue sur Europe 1 et bonjour Michel Onfray. Bonjour. Effectivement, Dimitri a raison, nous allons parler dans quelques instants de ce nouvel ouvrage, Les raisons de l'art, une initiation à l'art de Lascaux à Kuntz. Mais tout d'abord, Michel Onfray, en cette période parfois hystérisée, je voudrais démarrer par ce qui nous rassemble, la figure du héros, du soldat mort pour la France. Le sergent Brasco est mort en essayant de sauver ses compagnons face aux djihadistes. La notion d'héroïsme, de sacrifice, là, elle n'est pas du tout galvaudée, elle est incarnée. Oui, il est incarné. Simplement, le problème, c'est qu'un clou chasse l'autre. Et hélas, il y aura bientôt un nouveau soldat qui tombera. Et hélas, on aura encore les mêmes discours, des mêmes politiciens qui se serviront de l'armée plutôt que de la servir. Il y aura toujours des gens qui feront des campagnes présidentielles ou d'autres campagnes et qui se serviront de ces gens qui sont formidables. C'est-à-dire la police, la gendarmerie, l'armée est remplie de gens de qualité, de talent, qui mettent leur vie en jeu. Et quand leur vie disparaît, on fait 2 ou 3 petites cérémonies médiatiques et puis on passe à autre chose. De nombreuses voix depuis des années, et vous en faites partie, s'interrogent d'ailleurs sur ces guerres sans fin, ingagnables. Et d'ailleurs, peut-on gagner une guerre contre une idéologie avec des armes ? Moi, je pense que de toute façon, moi je suis souverainiste, donc je pense que si chacun était déjà chez soi, les choses se passeraient beaucoup mieux. Qu'est-ce que les Américains sont allés faire en Afghanistan, en Syrie, en Libye, en Irak? Pourquoi est-ce qu'ils ont détruit des chefs de l'État autoritaires, c'est sûr, mais qui au moins étaient laïques et qui permettaient de travailler avec l'Occident, pour parler large un peu. Cette façon de vouloir faire la guerre tout le temps, partout, en permanence, j'appellerais ça la jurisprudence Bernard-Henri Lévy, quoi. Cette façon de dire on balance des bombes, il y a encore des bombes et toujours des bombes, et bombardez-moi tout ça et on va régler le problème de cette manière-là, c'est assez terrible. La guerre, c'est vraiment, je suis pas contre, hein, ce serait ridicule de dire oh là là, la paix plutôt que la guerre. Vous n'êtes pas un pacifiste pour l'être. Je suis pas un pacifiste bêlant. Je pense qu'il faut tout faire pour la paix et que quand on a tout fait pour la paix, il y a un moment donné où effectivement la guerre, il faut y aller. Mais cette façon que nous, je dirais l'Occident, nous avons d'aller bombarder les populations musulmanes partout sur la planète, plusieurs millions de morts, je rappelle quand même, on ne fait jamais le compte, mais plusieurs millions de morts. Quand vous allez bombarder un village en Afghanistan, vous allez détruire des hommes, des femmes, des vieillards, des innocents. Ils ne sont pas tous des talibans. Et encore, les talibans, on a bien qu'on parle un peu de la France. Il y a encore quelques temps, moi je fais partie des garçons qui allaient à l'école de garçons, et puis il y avait l'école de filles. Et on a commencé par géminer, comme on disait, c'est-à-dire par mélanger les garçons et les filles dans les classes. Donc quand on nous dit, regardez-moi ça, les filles séparées des garçons, quelle barbarie, je dis oui, mais enfin regardez, en France, dans les années 60, c'était encore le cas. Et puis les femmes qui n'avaient pas le droit d'avoir un carnet de chèques, et puis les femmes qui n'avaient pas de l'autorisation d'exister en dehors de leur mari. Une remarque par rapport à ce que vous venez de dire, Michel Onfray, vous avez dit on bombarde des populations musulmanes. Vous entendez évidemment ceux qui vont vous dire mais jamais de la vie. Évidemment, on y va dans le but de bombarder des djihadistes, de lutter contre une idéologie. Bien sûr. Les cyniques vous diront qu'il y a des dommages collatéraux. Terrible expression. Oui. Non, mais ça, c'est sûr que tous ces gens-là le font au nom du droit d'ingérence, et que le droit d'ingérence est toujours fait au nom des droits de l'homme, sous prétexte qu'il vaut mieux vivre comme Bernard-Henri Lévy à Saint-Germain-des-Prés que comme quelqu'un qui va fabriquer, qui va cuire son thé. C'est le duel permanent. Vous le caricaturez pas un petit peu ? Non, parce qu'il incarne vraiment ça. On a entendu l'autre jour qu'il avait touché un chèque de 9 millions, je ne sais même plus, il y a tellement d'argent, du Qatar. Moi, je pense que normalement, ce genre d'information, ça devrait faire la une de la totalité des journaux. Ce sont des entrefilés. Il y a un moment donné, on peut se demander pourquoi des philosophes gagnent autant d'argent, pour faire quoi, pour donner des conseils à qui ou à quoi, quand on sait que ces gens sont toujours engagés pour... Vous pensez qu'il est manipulé par certains États à dessein pour certains buts ? Je ne pense pas qu'il soit manipulé, mais je pense qu'il défend une idéologie, et que cette idéologie a besoin du complexe militaro-industriel, et que si vous voulez justifier la fabrication des bombes et tout le business mafieux de la politique, il faut bien de temps en temps se trouver des ennemis. Alors moi je veux bien le droit d'ingérence, mais pourquoi pas en Corée par exemple ? Pourquoi pas au Pakistan ? Pourquoi pas en Chine ? Pourquoi pas en Turquie, par exemple? La Turquie nous agresse et nous menace régulièrement. Enfin, la Turquie, Erdogan, il n'est pas question de faire la guerre à la Turquie, et tant mieux. Moi, je suis contre les solutions expéditives de ce type-là, mais pourquoi est-ce qu'on fait toujours des guerres dans des endroits où finalement les gens sont faciles à battre? Ces gens qui se choisissent de petits ennemis faciles à terrasser en disant qu'ils sont grands, et vous parliez tout à l'heure d'héroïsme, je pense effectivement qu'on est loin de l'héroïsme dans ce genre de configuration, on est plutôt dans la logique du passage à tabac. Et cette façon de mépriser les populations musulmanes sur la totalité
mentalité de la planète, pendant qu'en France, on leur laisse la possibilité, au pire des musulmans, je dirais, parce que je ne suis pas zémourien, je ne crois pas que l'islam ce soit l'islamisme, mais un islam politique radical de gangréner la société et en même temps de rendre impossible la vie des musulmans qui, eux, veulent vivre tranquillement. On va en parler, justement, c'est une plus qu'une nuance, une différence de taille avec Éric Zemmour, avec lequel vous avez souvent débattu, Michel Onfray. Il y a aussi une rencontre entre vous qui est prévue ce lundi 4 octobre à Paris au Palais des Congrès. Tout sera retransmis en direct sur le site de la revue Front Populaire. Comment d'abord vous appréhendez la percée, cette dynamique Éric Zemmour aujourd'hui ? Je crois qu'Éric Zemmour, c'est le retour du refoulé. C'est-à-dire que ça fait 30 ans ou 40 ans, je dirais depuis Maastricht, où on nous dit l'idéologie dominante, c'est le cosmopolitisme, le métissage, l'abolition des frontières, la disparition des identités. Si vous pensez que la France est un pays formidable, avec des régions, avec des cultures, des façons d'être ou des façons de faire, on vous renvoie à Vichy, à Pétain, etc. Et donc les gens se retiennent, ils n'osent pas dire ce qu'ils pensent. Et d'un seul coup, Zemmour arrive en disant, mais moi je vais briser tous les tabous. Avec un diagnostic que vous partagez sur le déclin de la civilisation judéo-chrétienne, mais aussi sur la culture française en danger, la police, l'armée, etc. C'est un diagnostic réel et lucide selon vous ? Oui, si on veut aller très vite, je dis que sur le constat, je suis d'accord avec Zemmour, sur les solutions, pas du tout. Mais le constat, s'il s'agit de dire qu'à l'école ça va pas, que dans la société ça va pas, que la politique ça ne va pas, que la culture c'est pas terrible, que on n'est pas du côté de notre police, ce qu'on devrait faire pourtant, soutenir notre police, du côté de l'armée, du côté que la justice ça fonctionne mal. Si les gens pensent que ça n'est pas le cas, d'accord, mais ça c'est le diagnostic, à mon avis, il s'impose, c'est le réel. Ce n'est pas être décadentiste, ce n'est pas être, pour aller vite, de la droite conservatrice que de penser cela. Mais moi je pense qu'il y a plein de gens qui pensent ça. Et parfois les gens me disent, vous savez, à vous je peux le dire, et les gens se mettent à parler librement. Vous savez, à Front Populaire, on a eu des gens qui sont venus vers nous, des gens qui travaillent dans le cinéma, et qui m'ont dit, c'est formidable, il y a plein de gens qui vous soutiennent, qui vous adorent, on achète vos livres, etc. Je dis, venez avec nous, et puis ils m'ont dit, mais on peut pas. Pourquoi ? Si on apparaît auprès de Michel Onfray, on perd nos subventions, on perd notre travail et on peut plus faire de films. Alors je dis, il n'y a pas de problème, faites-le de manière anonyme, appelez ça La Belle Équipe, moi j'adore le film de Julien Duvivier, et puis on assure votre anonymat. Il me dit, ah oui, c'est une bonne idée, et puis le monsieur est parti dans la nature. Et nombre de gens, l'autre jour, je voudrais pas en dire plus, je voudrais pas qu'on le reconnaisse, mais enfin, un comique bien connu, que j'ai retrouvé dans un endroit où il y avait un salon du livre, et qui est venu vers moi, et qui me dit, c'est formidable, parce que vous êtes connu pour avoir été de gauche, mais qu'il est toujours de gauche d'ailleurs. Et qui me dit, mais on n'ose pas dire qu'on vous soutient, parce que si on le dit, on est blacklisté, on peut plus travailler, on n'est plus invité, etc., etc. Donc il y a un climat de terreur. Climat de terreur, vous irez jusque-là ? Intellectuel, oui, il y a un climat de terreur intellectuel, c'est évident. Moi, je ne suis pas invité sur le service public, par exemple, depuis des années. France Inter ne m'invite plus. C'est de la terreur. C'est du service public, donc c'est de l'argent public, donc on devrait normalement représenter tout le monde dans ces matinales, par exemple, en disant... Mais en même temps, Michel Onfray, il est difficile de dire que vous, Éric Zemmour, vous ne soyez pas suffisamment présent dans les médias. Alors les autres médias aussi, est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui un phénomène de rééquilibrage salutaire ? Oui, bien sûr. Et c'est un peu ça le problème. Moi, je parle du service public. Après tout, un privé qui possède une radio, il fait ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut. Il a une ligne politique, il invite des gens, il n'en invite pas d'autres. Je trouve ça tout à fait normal. Je n'ai rien à dire à ça. Mais le service public, c'est-à-dire que normalement on devrait dire il faut équilibrer. Alors là, les gens qui sont en train de peser au trébuchet la seconde de parole de machin, de bidule ou d'un tel, on se dit mais des gens ne sont jamais invités, jamais. Alors là pour le coup c'est zéro, il s'agit même pas de comptabiliser, c'est zéro. Alors il parle beaucoup dans le sens où il est très présent dans les médias. Éric Zemmour, la différence fondamentale, certains disent, Michel Onfray, que vous avez avec lui, c'est que lui croit en l'homme providentiel et vous depuis toujours, le peuple providentiel. C'est cela que vous allez mettre en avant lundi soir ? Je ne sais pas, parce que c'est Stéphane Simon qui prépare le débat, et moi j'ai souhaité en savoir le moins possible, parce que j'ai plutôt envie de préserver la fraîcheur. J'ai pas envie qu'on ait les questions, qu'on ait préparé des questions, qu'une équipe d'Éric Zemmour ait pu contribuer à préparer des questions, donc je préfère la spontanéité, mais moi j'ai souhaité qu'on fasse quelque chose qui nous distingue. Souvent on dit, mais vous ne vous insultez pas, donc vous vous appréciez, donc vous êtes complice, vous êtes complice, ça s'appelle le respect, non ? Donc vous êtes d'extrême droite, mais bien sûr. Et là, je voudrais qu'on puisse parler d'un certain nombre de choses qui nous distinguent. Et de fait, les constats nous rassemblent, les solutions nous séparent. En particulier sur l'islam, c'est-à-dire que pour Éric Zemmour, le judéo-christianisme est en train de s'effondrer, et en partie, selon lui, c'est le fait des coups de boutoir de l'islam, dit-il. Il fait d'ailleurs souvent référence à René Grousset, qui a théorisé vraiment l'affrontement Orient-Occident et la revanche de l'Orient. Sur ce point-là, c'est important. Quel est votre diagnostic ?
Moi, je ne suis pas pour qu'on aille accabler des islamistes qui ont envie de détruire l'Occident, dont ils pensent, d'ailleurs avec raison, qu'il est décadent. Je pense qu'effectivement, il y a un tas de gens qui nous disent si vous pensez que la civilisation aujourd'hui, c'est la possibilité de louer des utérus ou de vendre et d'acheter des enfants, nous, on n'est pas forcément d'accord avec ça. Ou l'idée qu'à 9 mois, pour des raisons de convenance personnelle, vous puissiez avorter. Je comprends les gens qui critiquent l'Occident en disant on n'a pas envie de ce genre de civilisation. Moi, je pense qu'Éric Zemmour se trompe je vais pas le traiter d'imbécile, parce que j'ai de la sympathie pour lui, mais je veux dire que quand on lui montre la Lune, il regarde le doigt sur ce sujet-là. Moi, j'ai beaucoup aimé Victor Ségalen, qui écrit Les Immémoriaux et qui nous raconte pourquoi la civilisation polynésienne maori s'est effondrée. Et il dit, oui, bien sûr, les jésuites arrivent un jour et on peut dire, bah oui, en fait, la civilisation a disparu parce que les jésuites se sont installés. Il dit pas du tout. La civilisation s'est effondrée parce que les Maoris ont perdu la mémoire de ce qu'ils étaient. Et donc, je ne nous crois pas faibles à cause des musulmans, je ne nous crois faibles, des musulmans intégristes et qui font de l'islam politique radical, je nous crois faibles de notre incapacité à défendre nos valeurs et nos vertus. Qu'on puisse dire, mais vous pensez ça, bon d'accord, je suis pas d'accord avec vous, mais nous on va avoir d'autres vertus et qu'on ait autre chose à présenter que, je reprends ces histoires, des locations d'utérus, des ventes d'enfants ou la possibilité de faire avorter des femmes à 9 mois, moins quelques jours. C'est l'Occident qui est coupable. C'est une autodestruction pour vous. C'est ça, c'est plutôt l'Occident qui est coupable que les musulmans qui seraient coupables de tout. Là on entend une forte nuance et différence avec Éric Zemmour, et je dois vous dire, Michel Onfray, c'est passionnant parce que depuis plusieurs semaines, les seules différences que l'on entend avec Éric Zemmour, portées par les responsables politiques, c'est il est raciste, il est xénophobe, etc. Qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui de ce niveau-là du débat ? Moi, je pense qu'il y a quelque chose de terrible, c'est la démonétisation du langage. C'est-à-dire que il y a une époque stalinien, ça voulait dire effectivement qui défend la politique de Joseph Staline, etc. Puis après, c'est devenu une insulte. Fasciste, ça voulait dire un certain nombre de choses. Lisez, rebattez les mémoires d'un fasciste et vous aviez un certain nombre de définitions pour pouvoir dire voilà ce qu'est un fasciste, extrême droite, etc., etc. Aujourd'hui, ce sont devenus des insultes. Donc, on peut plus les utiliser. Vous connaissez cette histoire du berger qui crie au loup, et puis les gens viennent l'aider, il n'y a pas de loup, et puis un jour il crie au loup, il y a vraiment le loup, et là il se fait dévorer. Oui. Eh bien, quand on veut utiliser des mots comme raciste, comme d'extrême droite par exemple, extrême droite ou fasciste ou nazi ou etc., on ne le peut plus. On a tellement utilisé ces mots-là mal à propos que le jour où on devrait pouvoir qualifier quelqu'un de raciste, s'il est véritablement raciste, on n'y parvient plus. Et c'est ça qui est un petit peu difficile. Et on oublie de poser les bonnes questions. Parfois on essaye modestement de le faire face à Éric Zemmour. Par exemple, quand il a dit, d'ailleurs c'était sur notre antenne dimanche dernier, il dit, Michel Onfray, il faut vivre à la française. Mais vous qui avez écrit et théorisé l'art d'être français, c'est quoi vraiment vivre à la française ? J'ai raconté ça effectivement dans ce livre en disant qu'il fallait être un disciple d'une certaine manière de Montaigne pour la laïcité, la liberté, la fraîcheur de penser indépendamment de Dieu. Non pas contre Dieu, on sait que je suis athée, mais c'est une affaire personnelle, Dieu. Je pense qu'il faut être rabelaisien aussi, c'est-à-dire c'est le corps de Rabelais, c'est la possibilité de manger, de boire, d'avoir des copains, des amis, ce sont les films de Claude Sauté, ce sont les jolies femmes, ce sont les films de Truffaut, c'est le retour du refoulé chrétien, oui. C'est-à-dire le corps chrétien, on nous dit faut pas ceci, faut pas cela, d'un seul coup le corps rabelaisien, il rote, il pète, enfin je prends les expressions de Rabelais, ça se trouve quand même tout ça dans Pantagruel, c'est Voltaire, c'est-à-dire c'est l'humour, c'est l'ironie. Aujourd'hui, oui. On ne fait plus tout ce qui est tabou aujourd'hui, un peu ringard. C'est interdit. On a droit à l'humour de gauche, c'est-à-dire écrire Zob avec le Z de Zemmour et de lui faire une moustache d'Adolf Hitler sous le nez en disant tout ça c'est très drôle, ha ha ha. Voltaire c'est quand même plus subtil que ça. Le marivaudage, par exemple, cette idée que regarder une femme, ça n'est pas déjà la violer, c'est quand même quelque chose qu'il faut défendre en disant mais marivaudage, c'est le génie de la langue française, et puis c'est l'égalité entre les hommes et les femmes. On estime que le marivaudage, c'est pas toucher le corps d'une femme, c'est entrer dans une relation langagière de séduction avec laquelle, logique, elle entrera, elle ou elle n'entrera pas, et ça c'est français. En vous écoutant, on adhère totalement, viscéralement, j'allais dire, mais ça ne se décrète pas cela. D'où la question sur la solution pour Éric Zemmour. Ça serait une forme d'assimilation, mais alors comment on le fait ? Comment concrètement on l'applique ? On arrête d'être dans la haine de soi. C'est-à-dire que je pense que l'école nous apprend la haine de soi, que les médias nous apprennent la haine de soi, que la publicité nous apprenne tout ça. Les Français sont des franchouillards, ils sont des beaufs, il faut détruire tout ça, c'est une espèce de race blanche dont il faut se libérer, vivre un certain métissage qui fait que tout le monde est français, il suffirait de... Oui, tout le monde est français, mais il faut vouloir être français. Et vouloir être français, c'est partager un certain nombre de ces valeurs, et je pense qu'il faut faire désirer ces valeurs-là, plutôt que de dire ceux qui ne désirent pas nos valeurs
ce seront les boucs émissaires et on va en faire l'économie, voire on va les renvoyer chez eux quand ils sont là depuis 3 générations. C'est ce que vous défendrez notamment sur la scène du Palais des Congrès lundi face à Éric Zemmour. Retransmis tout cela sur le site de Front Populaire. Et puis ce livre, véritablement, c'est beaucoup de pédagogie, une entrée dans le monde de l'art contemporain notamment, les raisons de l'art, une initiation à l'art de Lascaux à Koons aux éditions Albin Michel. Merci beaucoup Michel Onfray C'est moi qui vous remercie d'avoir répondu à nos questions ce matin.